Bonsoir à tous, que la paix de Dieu soit sur vous tous, et je le dis vraiment sincèrement parce qu'une fois de plus, on est dans la panade, mais ça fait rien, on a l'habitude et on va être à la hauteur. En tout cas, tous ceux qui viennent sur ma chaîne sont à la hauteur et cherchent à l'être évidemment à chaque fois que des épreuves se présentent à nous, et Dieu sait, Dieu voit que nous sommes éprouvés, harcelés par nos adversaires, l'adversaire de nos enfants, de l'instruction de nos enfants, de l'intégrité de nos enfants. Alors, je vais commencer par vous donner une information qui risque d'en inquiéter pas mal d'entre vous. Je voudrais vous dire tout d'abord, avant de dire ce qu'il en retourne, de ne jamais céder à la peur. L'information que je vais vous donner est en effet extrêmement inquiétante, et pour autant, il n'y a de Dieu que Dieu, et nous ne devons pas céder à la peur. Figurez-vous que un nouveau projet de loi bien sale vient d'être voté à l'Assemblée nationale le 7 juin 2023, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours. Un projet de loi, je disais bien sale, parce qu'il s'agit en fait d'enrôler de gré ou de force les Français par des réquisitions qui vont devenir légales après que ce projet de loi soit définitivement entériné en seconde lecture par l'Assemblée nationale. Enrôler les Français qui se trouvent sur le territoire national ou à l'étranger, enrôler dans une programmation militaire, selon les termes de ce projet de loi, programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Ce projet de loi a été donc en première lecture adopté par l'Assemblée nationale le 7 juin 2023, évidemment dans le silence assourdissant habituel dont les médias sont coutumiers du fait quand il s'agit de nous laisser dans l'ignorance de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Ce projet de loi donc est en cours d'examen. Vous connaissez le protocole de la navette parlementaire. Il va donc, ce projet de loi, d'ores et déjà voté en première lecture par l'Assemblée nationale, passer au Sénat, puis revenir en seconde lecture, si je ne m'abuse, à l'Assemblée nationale. Je reviendrai sur ce projet de loi qui est passé sous silence par les médias. J'appelle les médias alternatifs à en parler et à ouvrir les portes, les fenêtres, les toits sur ce projet de loi qui entend réquisitionner les personnes, les biens physiques, les personnes physiques et les personnes morales, c'est-à-dire par exemple les services et les entreprises, les biens matériels et les personnes, les réquisitionner pour une programmation militaire qui aurait pour objectif la défense nationale. Alors, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge, nous ne le savons pas. Les femmes seront-elles elles-mêmes réquisitionnées, probablement en vertu de la théorie du genre dont nous avons régulièrement parlé et que nous avons combattu à nos risques et périls. Je vous donnerai à la fin de ce live les articles essentiels qui vous informeront ce soir de ce projet de loi qui entend vous enrôler de gré ou de force dans une programmation militaire donc pour les années 2024-2030, hommes, femmes, biens, services et entreprises. Il y a de quoi effectivement s'inquiéter, mais une fois de plus, nous avons l'habitude de ces projets pervers à l'égard desquels nous devons garder la tête froide et ne pas désespérer du Créateur qui est, lui, aux manettes de toutes choses et qui, si nous nous rendons à lui en confiance et en détermination, je dirais que nous serons protégés
nos enfants, nos biens et nous-mêmes. Alors pour venir à l'objet de ce live, et d'ailleurs cette programmation militaire et ce projet de loi n'est pas complètement loin du sujet que je souhaite aborder ce soir. Je souhaite aborder ce soir cette période que nous traversons actuellement et qui n'est pas traversée pour la première fois en France, puisque j'ai moi-même, et vous êtes certainement assez nombreux vous-même pour l'avoir vécu, traversé des périodes analogues, et en particulier en 2005, lorsque sous le gouvernement Sarkozy-Villepin, rappelez-vous du Karcher Sarkozy et du mignon petit Villepin, comment en effet leur politique avait déclenché les émeutes de 2005, émeutes de 2005 qui m'avaient conduit à l'époque à faire une proposition pédagogique jusqu'au ministère et jusqu'à Villepin lui-même. J'avais d'ailleurs été reçu par son petit collaborateur de l'époque qui s'appelait Azouz Begag au ministère, auquel j'avais proposé un protocole pour essayer de sauver ces jeunes de ces comportements, je dirais, à la fois rageux et désespérés, dans la mesure où il était, à mon avis, possible, et je le savais pour avoir été déjà à l'époque au moins 25 ans enseignante dans les banlieues, que des solutions étaient faciles à mettre en œuvre à partir, évidemment, d'une volonté politique solide. Cette volonté politique en 2008, puisque j'ai fait la proposition de ce protocole au gouvernement Villepin par l'intermédiaire d'Azouz Begag, qui était à ce moment-là ministre lui-même de je ne sais plus quoi d'ailleurs, peu importe, en tout cas proche de Villepin au gouvernement, nommé par lui d'ailleurs, eh bien nous avons vu, j'ai vu personnellement, après avoir été des années dans le silence, après les années du mouvement Beurre, qui avait elle-même été des années où la police était en conflit avec les jeunes des banlieues, eh bien, j'avais fait cette proposition que j'avais intitulée RAID, remédiation éducative individualisée à domicile. Et il s'agissait, je mets sous cette vidéo un lien qui vous enverra, et je vous invite à le lire, sur une interview que j'ai donnée à l'époque, qui explique parfaitement, dans les détails, ce que j'avais proposé dans le cadre de cette initiative que j'avais appelée RAID, évidemment pas le RAID de la police, puisqu'il se distinguait par la lettre E au lieu de la lettre A, RAID qui signifiait, je le répète, remédiation éducative individualisée à domicile. Alors, pour vous dire tout de même de quoi il en retournait de cette proposition que j'ai formée à l'époque, en 2008, après les émeutes de 2005, il était question, eh bien, comme le titre de cette émission l'indique, d'instruire les jeunes et de construire dans l'intégrité leur avenir, dans l'intégrité, pas seulement la leur, mais aussi celle de leurs interlocuteurs qui pouvaient être des instructeurs, puisque mon idée consistait à prendre une douzaine de jeunes black blamber, comme on les appelait à l'époque, des banlieues, et de de les instruire à domicile pendant une année scolaire, instruction à domicile qui aurait été donc distribuée, dispensée par des instructeurs rémunérés. J'avais donc besoin d'un budget pour assumer cette masse salariale, évidemment, et la volonté politique n'a pas été au rendez-vous. Donc, j'ai lancé une souscription populaire à ce moment-là pour financer cette expérimentation que je souhaitais faire, parce que je voulais que ces enfants qui étaient sortis de l'école à 16 ans sans qualification, à l'époque déjà il y en avait je crois 150 000 par an qui sortaient de l'école sans qualification, et je voulais donc en prendre une douzaine, 6 filles et 6 garçons, pour les instruire pendant un an, pour faire une expérimentation qui nous aurait montré, parce que je le savais déjà à l'époque, que l'instruction véritable selon des normes pédagogiques classiques, traditionnelles, pouvait sauver la jeunesse des incivilités
et les apaiser lorsque, effectivement, ils étaient en proie à ce qu'ils appellent la hagra, c'est-à-dire l'injustice. Injustice sur laquelle je ne vais pas forcément m'étendre comme ils pourraient le faire eux-mêmes, mais je voudrais simplement expliquer que j'ai été parmi ceux qui ont proposé des solutions après les émeutes de 2005 et que aucun parti politique, aucun journaliste, aucune association conséquente n'a soutenu ce projet d'instruction de ces jeunes sortis de l'école, jetés par l'école dans la rue à partir de l'âge de 16 ans sans qualification, alors que nous savons aujourd'hui, en particulier sur ma chaîne, que cette absence de qualification est due à la fabrication de l'illettrisme par des méthodes constructivistes votées par Lionel Jospin en 1989, écrites noir sur blanc par la loi d'orientation. Alors, je ne suis pas évidemment la seule à accuser cette loi d'orientation de 1989 signée par Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation nationale, et accusant cette loi d'orientation de fabriquer l'illettrisme, d'être à l'origine de la baisse du niveau scolaire, alors que, évidemment, les politiques, tous les élus de la République accusent les familles des quartiers populaires et leurs enfants d'être à l'origine de la baisse du niveau scolaire, alors que cette baisse du niveau scolaire, et je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet et à d'autres auteurs qui ont aussi travaillé sur cette question, en particulier un homme qui n'est pas mon ami, mais qui dit des choses justes concernant cette baisse de niveau fabriquée par l'éducation nationale, qui est monsieur Brigelli et d'ailleurs toute son équipe, nous pourrions là nous arrêter sur le fait que, effectivement, l'instruction a été sabotée par l'éducation nationale et en sabotant l'instruction, nous avons donc saboté aussi le comportement des jeunes, pas seulement dans les banlieues, puisque je me suis expatrié à un moment donné au Caire, j'ai eu affaire à des élèves qui étaient issus de milieux extrêmement privilégiés, ce qui n'empêchait pas de vivre dans la classe, dans un brouhaha absolument insurmontable, qui rendait toute transmission des connaissances absolument impossible. Donc, le problème est parfaitement généralisé. Il y a certainement des alcôves où se retrouvent les enfants de nos dirigeants actuels qui peuvent apprendre, en effet, dans le silence, selon des méthodes pédagogiques éprouvées par les siècles, donc classiques et traditionnelles, par des enseignants qui sont respectés, puisqu'on les considère toujours dans ces endroits secrets comme des maîtres, et non pas comme des animateurs socioculturels, comme ils le sont devenus à l'éducation nationale. Donc, vous avez deux écoles, l'école des nantis qui nous dirigent et l'école des gueux. C'est ce qui sait pas. Et l'école des gueux qui va jusqu'à toucher les classes moyennes, voire même y compris des élèves qui sont issus des classes moyennes supérieures, puisque l'objectif de l'oligarchie, de la République, de la démocratie, c'est, après avoir rendu l'école sécularisée, c'est-à-dire athée, pour ne pas dire diabolisé, parce qu'en fait l'athéisme n'existe pas. Lorsqu'on parle d'athéisme, on veut dire que les gens ne croiraient pas en Dieu, mais ces athées qui nous gouvernent, soi-disant, ne sont pas plus athées que moi, sauf qu'on ne croit pas au même Dieu. Moi, je crois en celui qui a créé l'univers, l'humanité, et eux, ils croient à l'adversaire du Créateur, qui n'est autre que Satan. Donc, nous avons affaire, en vérité, et ces émeutes, comme le reste, comme les manifestations diverses et variées
qui ont été organisées par le peuple ces dernières années, le peuple en France. Nous avons affaire en fait à une guerre qui se mène de Satan contre les croyants, même lorsque ceux-ci s'ignorent. Bon, donc maintenant que je vous ai parlé de ces émeutes de 2005 à l'égard desquelles j'ai eu une proposition extrêmement solide qui a été rejetée par tout le monde à l'époque, préférant évidemment envoyer la police, comme cela se faisait depuis les années 80. Nous avons toujours eu face à cette jeunesse, disons, rageuse, pour une bonne raison, qui est qu'ils connaissent évidemment la société dans laquelle ils se trouvent, et qu'on ne me dise pas que j'essaye d'apitoyer mon auditoire avec des considérations sociales. J'ai été enseignante pendant plus de 25 ou 30 ans environ, avant d'être révoquée moi-même par l'éducation nationale pour avoir refusé l'éducation sexuelle et l'enseignement de la théorie du genre. Ceux qui ne le savent pas, faites en sorte de vous renseigner là-dessus. Une enseignante qui ne veut pas sexualiser ses élèves en classe aujourd'hui passe en conseil de discipline et perd son emploi. Donc nous sommes quand même dans une situation où nos enfants, nos adolescents, nos élèves voient bien ce qui se passe dans le monde dans lequel ils vivent. Et il ne s'agit pas, loin s'en faut, de penser que nous aurons une explication complète sur la base, en nous basant sur les conditions sociales, parce qu'en vérité, les jeunes que je connais très, très bien et que je connais toujours très, très bien ne sont absolument pas fondamentalement touchés par les conditions sociales iniques dans lesquelles on les fait vivre, mais ils sont plutôt habités par le dégoût et par la répugnance qu'ils éprouvent à l'égard de ceux qui, érigés en modèle, les entraînent vers l'enfer et leur fait vivre l'enfer au quotidien et en particulier à l'école. Alors venons-en justement au sujet maintenant, avant que je ne revienne en fin de live sur le projet militaro, comment dirais-je, abusif de ce projet de loi qui a été voté le 7 juin, j'en reparlerai à la fin de ce live. Donc revenons sur le sujet qui est que nous avons assisté à ce qu'on appelle des émeutes. Madame Le Pen appelle ça aussi saccage et pillage, comme si c'était les jeunes des banlieues qui avaient inventé les saccages et les pillages, puisque ces saccages et ces pillages ont lieu et ont été montrés d'ailleurs à nos enfants depuis qu'ils sont nés, puisque le pillage est quand même un mode de, comment dirais-je, de production du système capitaliste qui, partant de par le monde, assassine des peuples, les affame, le cas échéant également, pour leur piquer leurs ressources qu'ils ont sous leurs pieds sur les territoires sur lesquels ils habitent. Donc le pillage n'est pas une invention de la banlieue. Et je dirais même, sans pour autant excuser ces comportements de nos jeunes, sans les excuser pourtant, je dis que le modèle vient de haut. Et qu'on ne me dise pas non plus ce qui se dit en ce moment, qu'il faudrait faire un parallèle entre les racailles du haut avec les racailles du bas. C'est comme si vous me faisiez un parallèle et que vous renvoyiez dos à dos un pervers narcissique et sa victime. Donc je suis absolument en désaccord avec cette façon de considérer les choses. Nous avons affaire, évidemment, depuis 1789 au moins, en tout cas de manière officielle, avec la chute de la tête du roi Louis XVI, qui est une chute qui a été préparée quand même par la décadence de l'Ancien Régime, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Eh bien, depuis 1789, depuis la Révolution française, ce sont les pervers narcissiques qui sont aux commandes de la France. Et par conséquent, les victimes de pervers ne peuvent pas être mis dos à dos avec leurs bourreaux. Je le dis pour les jeunes de banlieue, mais je le dis aussi pour les femmes, je le dis aussi pour les Vendéens
qui ont eu à pâtir, à souffrir et à mourir à cause de la perversité républicaine dont ils ont fait les frais eux-mêmes avant que dans les colonies, la République mette en œuvre les mêmes méthodes de saccage, de pillage et de massacre des populations autochtones du continent africain et asiatique, comme il l'avait fait sur les territoires traditionnels de la France de l'Ancien Régime. Parce que personnellement, je n'irai pas dans un autre je n'irai pas dans une autre direction qui a toujours été la mienne, celle de faire comprendre que Français et immigrés, en vérité, nous sommes tous victimes de la République révolutionnaire, de la République maçonnique, de ce régime satanique dans le sens vrai du terme, qui consiste à inverser tout le bien en mal. Revenons maintenant donc, je le disais, à mon sujet. On a donc, dans le cadre de ces émeutes, vu des écoles brûlées. On a vu des écoles brûlées et j'ai entendu un certain nombre de commentateurs, évidemment musulmans, je ne citerai pas leur nom pour ne pas faire de polémique, mais déplorer, je peux le comprendre, que ces écoles déplorent. Je comprends qu'ils déplorent, par contre, je ne suis pas d'accord avec eux. Je comprends qu'ils déplorent parce qu'ils n'ont pas compris l'enjeu qu'il y a eu lieu au cours de ces incendies qui méritent qu'on s'y penche, non pas pour les justifier, ça je le dis aux renseignements généraux qui m'écoutent, je ne suis pas en train de valider les incendies, je n'ai jamais été une incendiaire, j'ai toujours préconisé le retrait, en particulier le retrait de l'école publique, et on sait comment ça s'est terminé, j'y viendrai au cours de ce live. Donc, j'ai entendu au moins deux youtubeurs musulmans déplorer les incendies d'écoles. Donc, je comprends qu'ils le déplorent, mais je ne comprends pas leur incompréhension. C'est-à-dire qu'ils ont compris que les émeutiers, pour les appeler ainsi, si à la branche sur laquelle ils étaient assis, eux et leurs familles, puisque comment pouvait-on brûler des écoles qui, à leurs yeux manifestement, étaient déjà encore, je dirais, censées instruire leurs petits frères et les jeunes en règle générale. Alors, la question, elle est-ce que les écoles aujourd'hui sont toujours des écoles? Est-ce que ce sont les incendies des écoles? Est-ce que ce sont les incendies récents des écoles qui ont détruit ces écoles? L'école n'existe plus en vérité depuis 1989. Si une école est par définition un établissement dans lequel il y a des maîtres qui transmettent des connaissances de manière rigoureuse et progressive aux enfants selon leur âge, c'est-à-dire le lire, l'écrire et le compter en même temps que la dispense d'une culture générale, ces écoles publiques dans lesquelles nous envoyons nos enfants n'existent plus. De la même façon que la France n'existe plus 1789, l'école publique n'existe plus officiellement par la loi d'orientation, je le répète, signée par Lionel Jospin depuis 1989. Je ne parlerai que de l'école, même si effectivement, comme le dit Mystique 97, le rap, les jeux vidéo, la perte d'autorité parentale, dont je vais parler aussi dans ce rôle, ont joué un rôle considérable dans cette situation. Mais je vous signale tout de même, quand on parle de rap, de jeux vidéo, qu'il faut quand même prendre la mesure du temps passé par les enfants à l'école. Nous savons aujourd'hui que l'école est rendue obligatoire depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. De 16 à 18 ans, désormais, il y a une obligation de formation, que les journées d'école font entre 6, 7 et 8 heures par jour, que les enfants en sortent encore plus ignorants qu'ils ne l'ont été plus que jamais, et que c'est l'école qui est le cœur nucléaire, à mon avis, de la dégradation de
l'état d'esprit des jeunes, puisque à l'école, à raison de 8 heures par jour, et on augmente maintenant l'année scolaire de plus en plus, on passe, on va dire, près de 8 à 9 mois sans les parents, toute la journée, dans l'éducation nationale, où il s'y passe un certain nombre de choses qu'on vous cache. Donc, les incendies d'école ne doivent pas masquer, c'est le moins qu'on puisse dire, le fait que l'école n'existe plus depuis la loi d'orientation de 1989 qui considère qu'il ne doit plus en classe y avoir de transmission de connaissances, mais que les enfants doivent être maîtres à bord. Le professeur est relégué à une tâche tout à fait subsidiaire. Il doit animer des débats démocratiques entre les enfants qui doivent eux-mêmes chercher leur propre savoir. C'est-à-dire que l'autorité traditionnelle du maître a été intégralement transférée aux enfants. Comment voulez-vous ensuite que ce ne soit pas, excusez-moi le mot, le chaos dans les classes? J'ai été enseignante pendant 25-30 ans, y compris dans des classes, comme je le disais tout à l'heure, qui rassemblaient des enfants socialement privilégiés. Aujourd'hui, un enseignant ne peut plus parler en classe là où règne un brouhaha constant du matin au soir d'enfants qui parlent entre eux et qui s'occupent à toute autre activité que d'apprendre, pour la bonne raison que l'enseignant est rendu interdit par les textes de l'éducation nationale de transmettre des connaissances. Le prof qui entre en classe ne doit plus enseigner. Donc les mômes foutent le bordel. C'est simple à comprendre, mais c'est difficile à concevoir et à visualiser. Il faudrait que les parents puissent voir ce qui se passe en classe, ce qui peut circuler sur le net parfois, qui nous montre par vidéo interposée filmée en classe, c'est le bazar qui règne dans les classes. Mais ce qu'on ne voit jamais, c'est comment les enseignants sont obligés de s'y prendre aujourd'hui pour pratiquer leur métier. Eh bien, un enseignant aujourd'hui, s'il est inspecté par l'éducation nationale, par le truchement de ses agents payés pour les casser, dès lors que l'enseignant est dans la situation de transmettre des connaissances, d'enseigner véritablement au sens réel du terme, selon des normes pédagogiques qui sont classiques, eh bien cet enseignant se fait déglinguer par l'inspecteur. Et en plus, les enseignants, dans leur formation depuis 89, et ça avait commencé aussi un peu avant, mais disons depuis officiellement 1989, participent tous à des formations où ils sont matrixés pour refuser et consentir au refus de la transmission des connaissances. Et maintenant, comme vous le savez, les enseignants vont recevoir Pape Ndiaye Dixit. Il a fallu qu'on aille nous chercher un black pour faire ce type d'annonce, comme on avait Najed Belkacem, une arabe contre moi, arabe elle-même, pour me contrer sur l'enseignement clandestine de la théorie du genre à l'école. Eh bien, Pape Ndiaye, aujourd'hui, a quand même officiellement annoncé qu'il mettait en place, enfin lui, plutôt les équipes de la rue de Grenelle, qui ne bougent jamais, quel que soit le gouvernement en place, noir, jaune ou vert, eh bien, les équipes de la rue de Grenelle ont demandé au porte-voix, à leur porte-voix Pape Ndiaye, d'annoncer que les enseignants eh bien, allaient maintenant suivre des formations à l'éducation sexuelle de façon à parler de sexe à nos enfants et à nos adolescents, ce qui, bien évidemment, va certainement les calmer. On est absolument convaincus, nous, les parents complotistes, que leur parler de cul en classe, ça va forcément les amener à être de bons Français. Ça, c'est sûr que on va. En plus, ça se passe collectivement, donc c'est aussi une initiation à la partouze, parce que lorsqu'on parle de sexe en classe de manière collective, il s'agit d'une partouze au moins verbale. Déjà pour commencer, et d'une partouze morale. De plus, il s'agit aussi
d'une entreprise pédocriminelle, puisque la loi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, considérait qu'un adulte qui parlait de sexe à un enfant, eh bien, faisait état d'une pratique, comme ils disent de manière d'ailleurs pédophile, de manière pédophile, alors que la pédophilie n'est pas le bon terme. Voilà ce que je voulais dire, selon un mauvais terme. Donc aujourd'hui, vous avez une grosse plainte politique de tous bords, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, du centre, du milieu, du haut, du bas, du Parlement, de toute la classe politique, évidemment, de toute la caste journalistique qui est aux ordres, pour vous dire que c'est affreux. Donc, les écoles brûlent, alors qu'en vérité, les écoles n'existent plus depuis 1989. Donc, ce qui brûle, c'est simplement les apparences pour pouvoir en accuser la jeunesse des banlieues. Je ne dis pas, je le répète, je m'adresse aux renseignements généraux qui m'écoutent, que j'appelle aux incendies, bien évidemment, puisque moi, et on me connaît, j'ai appelé les parents à retirer leurs enfants de l'école et non pas à brûler les écoles, à retirer les enfants de l'école. Je l'ai appelé dans l'année 2014, de janvier à juin. C'est l'initiative que j'ai appelée Journée de retrait de l'école, parce que le gouvernement, en la personne représentative du franc-maçon Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, préconisait auprès des recteurs l'enseignement de la théorie du genre dont on nous a rabâché les oreilles à l'époque, qu'elle n'existait pas à l'issue des journées de retrait de l'école. Et savez-vous ce qu'a fait la police et l'éducation nationale? Ce à quoi ont assisté en particulier les jeunes des quartiers, puisque ce sont en particulier les familles des quartiers populaires qui ont retiré une journée par mois pendant 6 mois, de janvier à juin 2014, qui ont retiré leurs enfants de l'école. Vous voyez, les familles ont pris leurs responsabilités, les familles des quartiers populaires, face à l'enseignement clandestin dans leur dos de la théorie du genre qui fait croire aux enfants qu'on peut dissocier son identité sexuelle de son identité de genre, voilà comment ils le disent. C'est-à-dire qu'on peut être de sexe féminin physiquement et se prendre pour un mec et vice-versa, ce qui est évidemment complètement délirant, puisque nous avons affaire à cette religion satanique qui ne veut pas de la loi naturelle, qui ne veut pas de la création telle qu'elle a été faite par Dieu, qui veut au contraire inverser tout ce qui nous vient du Créateur de façon à nous rendre totalement dingues et par conséquent, ainsi, par cette folie diffusée dans les peuples du monde entier, avoir la main sur toutes les âmes pour les damner. Parce que l'objectif, figurez-vous, ce n'est pas la pauvreté des peuples, c'est la damnation des âmes de tous les peuples. Voilà de quoi il est question en vérité. Donc, lorsque je dis que ces écoles n'existent plus, ce ne sont pas des écoles qu'on a brûlées, que les jeunes ont brûlées, ce n'est pas pour inciter évidemment à ce que les jeunes poursuivent les incendies. Mais je veux simplement dire qu'une école, je le répète, est un établissement où on apprend à lire, à écrire et à compter, et où on acquiert au minimum une culture générale, la culture du pays dans lequel on vit, et on n'apprend pas selon, alors là je vais me cacher derrière SOS Éducation avec lesquels je ne suis pas d'accord, et je vais vous dire pourquoi, et dans une école, une vraie école, on n'apprend pas ce qu'est une sodomie, ce qu'est une fellation, et comment la faire à partir de l'âge de 8-9 ans, puisque d'après le courrier de SOS Éducation, et évidemment, c'est pas moi qui le dis, dès lors on ne peut pas m'en accuser, il a été question de retour de parents vers cette association qui leur ont appris eh bien, que dans des classes d'enfants de 8-9 ans, non seulement
on y apprenait la fornication, mais quelle fornication? La fornication par l'anus. Alors, je ne sais pas si les enfants qui ont participé à ce cours sont sortis dans l'état d'être de bons enfants, qui pourraient obéir à leurs enseignants qui venaient de leur apprendre ce que c'était que la sodomie, pour ne pas employer un terme vulgaire, qui pourtant me brûle les lèvres, parce que je pense qu'à un niveau d'immondicité déversée sur la tête de nos enfants, comme ça se passe maintenant dans toutes les écoles, eh bien, on pourrait penser que seuls les mots vulgaires pourraient rendre compte de la violence subie par nos enfants quand nous sommes absents et qu'ils sont tout petits, laissés sans la protection de leurs parents à l'école. Donc, ce ne sont pas des écoles qui ont brûlé. Là, on me dit, lisez ce que nous dit Othman Khayat. C'est pas faux, j'y souscris. Donc, je ne suis pas pour qu'on brûle les écoles, mais je suis pour qu'on dise la vérité sur les écoles. Et j'appelle les 2 musulmans qui ont déploré que ces écoles ne puissent pas être ouvertes pour leurs petites frères à la rentrée, soi-disant, parce qu'elles le seront, eh bien, qu'ils sachent quand même ce qui se passe dans les écoles et que nos enfants souffrent, et je le sais pour en avoir été le témoin pendant 25 ans, parce qu'ils n'y apprennent rien d'autre que la grossièreté du programme scolaire qui, de surcroît, les coupe de toute possibilité d'apprendre le lire, l'écrire et le compter. Aujourd'hui, avec Roman qui est à mes côtés, bonsoir Roman. Bonsoir. Bonsoir Farida. Bonsoir à tous. Voilà, on peut en témoigner. Ouais. Nous faisons l'école à la maison avant l'école, de 6h30 du matin à 7h30 du matin, avec en particulier une majorité d'enfants et de parents musulmans. De 6h30 du matin à 7h30 du matin, avant que ces enfants-là aillent à l'école, ils suivent notre enseignement selon évidemment ce que je défends, c'est-à-dire des méthodes classiques pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Et nous avons des enfants qui sont à l'école depuis plusieurs années et qui ont des parents extrêmement méritants et héroïques. Ne le serait-il pas à se lever eux-mêmes à 6h pour mettre leurs enfants à 6h30. On a donc bien là la preuve que des parents extrêmement héroïques sont en France dans une situation invraisemblable où leurs enfants, alors qu'ils s'en occupent, ont un niveau lamentable en sortant de plusieurs années d'école. Et c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints dans cette école à la maison avant l'école. Et je reviendrai sur cette expérience le moment voulu. Donc, ah ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Roman me dit quelque chose de très important. Tu vas me le rappeler, s'il te plaît. Donc, ce ne sont pas des écoles qui brûlent, en tout cas, les jeunes, excusez-moi de la façon de le dire, mais j'ai pas l'impression. Non, pour répondre à Priscilla, au contraire, l'école avant l'école, ça ne perturbe pas les enfants d'apprendre avec 2 pédagogies différentes. Pas du tout, parce qu'il y a une pédagogie avec laquelle ils n'apprennent rien et une pédagogie avec laquelle ils apprennent et ça les soulage. Ça les soulage eux et ça soulage leurs parents qui d'ailleurs assistent aux cours. Parce que nous, on fait rien dans le dos des parents. La théorie du genre et la sexualisation des gosses, ça se passe dans le dos des parents. Les cours que nous donnons le matin se font en présence de leurs parents, et tout le monde a pu évaluer, puisque ça fait maintenant 1 année qu'on est là-dessus. On a commencé le 1er octobre dernier, on terminera le 29 juillet prochain, Inch'Allah, si Dieu veut, et nous aurons donc à notre actif une expérimentation d'1 année scolaire. Les résultats sont flamboyants. Voilà, j'en parlerai. Il n'y a pas eu, évidemment, de miracle, au sens où nous avons peu d'heures à délivrer par rapport au massacre à la tronçonneuse qui continue de s'effectuer sur ces enfants à l'école à raison de 8 heures par jour, mais disons que nous avons contrebalancé le mal par le bien. Et le bien qui s'effectue le matin à l'aube est doublé par les bénédictions de Dieu, ça c'est notre avis. Donc je reviens sur le fait que ne croyez pas que en allant à l'école ou en détruisant les écoles, vous sciez la branche
sur laquelle nos enfants sont assis. Je n'appelle pas, je le répète, à détruire les écoles, j'appelle à s'y retirer, sauf que maintenant, on ne va plus pouvoir le faire et j'y viens. J'y viens. Je viens aussi sur quelque chose, oui, ils ont transformé nos enfants en bâtards culturels, c'est tout à fait le bon terme. Je le reprendrai parce qu'il me paraît très juste. Mais je vais poursuivre mon argumentaire. On entend aussi tous les politiques, hein, tous les journalistes dire on en a marre, on vient justifier les émeutes par la misère sociale, on en a ras-le-bol d'entendre cet argument. Vous avez raison, chers politiciens, vous avez raison d'en avoir marre de cet argument, puisqu'il n'est pas bon. Ce n'est pas la pauvreté qui conduit ces jeunes à se révolter de cette façon désordonnée et violente. Ce qui les conduit, et je le dis, par connaissance rigoureuse de ces populations et de cette jeunesse, ce qui les conduit à être dans cet état, c'est le dégoût. Vous les dégoûtez. Lorsque, depuis 40 ans, on voit des écoles qui sont ouvertes à tout vent, à tous les malades que la société peut produire, à des enseignants qui ne sont même plus dignes de leur métier parce qu'ils refusent de se battre pour continuer de transmettre, lorsqu'ils voient des hommes politiques qui sont eux-mêmes des délinquants sortir libres des tribunaux lorsqu'il y a eu un procès, lorsqu'on voit des violeurs ou des agresseurs sexuels sortir eux aussi libres quand il y a eu un procès, ce qui n'est évidemment pas le cas, lorsqu'on voit des journalistes qui ont, comment dirais-je, été, ou des ministres qui ont été l'objet de plaintes pour agression sexuelle ou pour viol, défendre ensuite leur position en s'arc-boutant contre les vêtements pudiques des jeunes musulmanes, ces jeunes le voient. Vous êtes contre les jupes longues, messieurs, pour pouvoir mettre des mains aux fesses des jeunes filles qui portent des jupes courtes, pour ensuite les accuser d'avoir été à l'origine de votre geste. Vous les appelez ces gestes inappropriés, hein, parce que violer, c'est inapproprié. Nous avons quand même quelqu'un comme Karl Zéro, que je salue au passage, même s'il me tient à distance, je le salue pour le travail qu'il fait et qui montre qu'en France, ou plutôt en République française, la pédocriminalité sévit partout et sous une forme de réseau qui aggrave encore le crime en question, et que les enfants sont des proies de prédateurs pervers narcissiques avec lesquels aujourd'hui, en classe, on recherche le consentement. Parce que qu'est-ce que veut l'éducation sexuelle, figurez-vous? L'éducation sexuelle veut enseigner aux enfants comment sodomiser, comment faire une fellation, et j'en passe, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, produire leur consentement pour que si éventuellement des affaires arrivaient au tribunal, le juge dirait il savait ce qu'il faisait, par consentant, le pédocriminel n'est pas coupable puisqu'il y a consentement. On veut aller vers la légalisation des rapports sexuels entre les adultes et les enfants. Et d'ailleurs, ces émeutes, regardez bien ce qui se passe, un type comme Ménard, mais il n'est pas le seul, Dupont-Aignan aussi, et Madame Le Pen, évidemment, également s'élèvent contre ce qu'ils appellent l'excuse de minorité. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que des enfants ne sont pas entièrement responsables. Exactement comme on veut le faire au niveau de l'éducation sexuelle, on veut les rendre responsables éventuellement de leurs relations sexuelles avec des adultes. Et donc, dans le cadre des émeutes, on a des enfants de 14 ans, eh bien, ces gens-là, toute la classe politique, ou une grande partie de la classe politique, avec de toute façon le consentement des autres, veut rendre la minorité comme n'étant plus une circonstance atténuante, mais plutôt aggravante. Donc, ce qu'on veut
avec l'égalitarisme qui sévit à tous les niveaux de cette société pourrie, eh bien, on veut rendre les enfants égaux aux adultes. Les femmes, l'égal de l'homme et non plus complémentaire de l'homme, et l'enfant, l'égal de l'adulte. C'est vraiment un contre-principe pédocriminel. Voilà. Lorsqu'on considère que l'excuse de minorité ne marche pas et qu'on en a marre de cette excuse de minorité, eh bien, on va dans le sens de la loi des pédocriminels, puisque pour les pédocriminels, il n'y a pas de crime à avoir des relations sexuelles avec des enfants. Donc, nous sommes dans une société aujourd'hui qui se donne à voir de cette façon à la jeunesse qui vit dans ce pays. Ce pays n'est pas crédible aux yeux de la jeunesse. Et je le dis encore une fois parce que j'ai été, comment dirais-je, enseignante. Alors, ce pays n'est pas crédible aux yeux de la jeunesse. Et alors, que fait-on lorsqu'il y a des émeutes dont on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où elles viennent, hein. On ne sait pas très bien si elles sont spontanées, organisées, par qui, passons sur le sujet. Mais lorsque il y a des émeutes, alors on veut mettre les gamins évidemment en prison, alors qu'il faudrait en vérité les instruire, et comme le dit le titre de mon émission, les instruire par des gens intègres, pas par des enseignants qui vont leur parler de sodomie et de fellation, pas par des enseignants qui leur expliquent certainement, parfois, que finalement, regarder un film pornographique peut les affranchir sur la laideur de la pornographie. Non mais vraiment, il faut l'entendre cela. Pas par des enseignants qui condamnent leurs mamans qui portent des foulards alors qu'ils expliquent aux mêmes enfants qu'ils peuvent regarder l'entrejambe des femmes dans des films pornographiques, voire même dans des cours d'éducation sexuelle officiels. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils ont des mères qui s'habillent avec pudeur, qu'on réprouve, qu'on harcèle, qu'on dénigre, qu'on exclut, et parallèlement, on leur offre à voir des femmes à poil. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en 2014 ou 2015, cet ouvrage pour enfants, je crois, qui s'intitulait « Tous à poil ». Et là-dessus, ça n'a pas posé de problème à la classe politique qui est elle-même dans le processus de la mondialisation par la sexualisation. Je le répète encore une fois, c'est Solzhenitsyn, cet immense écrivain russe, qui disait que c'est par la pornographie plus que par les miradors qu'on pouvait soumettre les foules. Donc, les politiques aujourd'hui, les médias, tous leurs affidés, évidemment, sont dans cette direction, et c'est la raison pour laquelle ils font la part belle à l'idéologie LGBT. À l'idéologie LGBT. Qu'est-ce que l'idéologie LGBT? Eh bien, c'est la remise publique de toutes les pratiques sexuelles dans l'espace public. C'est-à-dire que on demande aux enfants, dans le cadre de la laïcité, de croire en Dieu dans l'espace fermé chez eux et de pratiquer leur religion qui leur fait distinguer le mal du bien, le bien du mal, dans le privé de leur domicile, et le sexe, lui, doit être étalé dans l'espace public. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que le sexe préconisé par la laïcité doit avoir pignon sur rue dans l'espace public, et Dieu, notre Créateur, doit être relégué. Pensez-vous que les jeunes ne le comprennent pas? Les prenez-vous pour des imbéciles? Surtout que les jeunes ont ce que les adultes n'ont pas, une nature encore première, ce qu'en arabe on appelle la fitra, c'est-à-dire, oui, c'est ça, la nature première, ils en sont encore proches de leur innocence. Voilà. Et on les a salis par la sexualisation de tout l'espace public, et on les a salis et brisés par cette sexualisation dégueulasse qui ne leur explique pas ce que la religion leur dit
et qui devait être valorisé, c'est que normalement, selon la volonté de Dieu pour le bien des hommes, le sexe, la relation sexuelle n'est pas destructrice que dans le cadre du mariage. Et là, j'entends toute la classe politique et tous leurs affidés journalistiques en train de ricaner et d'essayer de me faire passer pour une folle. Eh bien, oui, alors Roman me dit parce que ce sont des partouzeurs, c'est pour ça, en effet. En effet. D'ailleurs, quand je vous dis que ce sont des partouzeurs, je vous invite à lire ou à trouver le dernier livre d'une femme qui s'appelle Sophie Gutmann, qui a écrit le livre qui vient de sortir, Waterbed. Et là, on voit bien que c'est tous des partouzeurs. Voilà. Et ces partouzeurs-là ont dénudé leurs enfants et ont partousé devant leurs gosses. On en est là. On est dirigé par ces gens-là. On est dirigé par des gens qui sont des échangistes, des prétendus naturistes, qui ont mis à poil leurs propres enfants pour aussi, comment dirais-je, zioter le sexe de leur petite fille pour en tirer le plaisir sale qu'on peut imaginer. Voilà dans quelle société nous sommes. Et vous croyez que les jeunes de banlieue, eux, ils sont pires que ces gens-là? Moi, je ne cherche pas à excuser ni leurs parents, ni cette jeunesse. Je cherche simplement à comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et pour comprendre cette situation dans laquelle nous sommes, il faut quand même bien percer l'abcès de cette société intégralement, je dirais, pourrie. Et vous avez les identitaires ou assimilés identitaires qui viennent nous gueuler à longueur de journée, de discours. Vive la République et surtout, vive la France. Mais la France, elle n'existe plus, bonhomme. La France, elle est morte en 1789. Réveille-toi ou bien cesse de mentir. Hein? Yahrosh, tu vois de qui je veux parler? Vive la France et surtout, vive la République et surtout, vive la France. Mais celui qui a dit surtout, vive la France, c'est un grand républicain. Le gars en appelle à la police de la République pour mettre en place la répression de la République pour le respect et la soumission au symbole de la République. Voilà. Hein? Des femmes qui s'habillent avec pudeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce surtout, vive la France, ce sont des femmes à incarcérer, auxquelles d'ailleurs on veut retirer les enfants. Donc, la classe politique aujourd'hui, de manière extrêmement hypocrite avec leurs journalistes vendus, en appelle à la responsabilisation des parents, ainsi que le surtout, vive la France. Ils veulent nous dire et nous faire croire que les parents sont responsables ou plutôt irresponsables et qu'on va les harceler encore davantage. Mais voulez-vous que je vous dise le nombre d'informations préoccupantes qui tombent sur la tête des parents qui veulent simplement instruire leurs enfants à la maison? Ceux qui, parmi nous, veulent instruire leurs enfants à la maison, sont-ils des parents irresponsables? Est-ce que ce sont les enfants de l'école à la maison qui sont allés incendier les petites écoles de la République maçonnique? Non, les enfants de l'école à la maison, ils font l'école à la maison. Sauf que depuis septembre dernier, que s'est-il passé face au développement de l'école à la maison et donc face à la responsabilisation des parents, face à la détermination des parents à protéger leurs enfants et à les élever eux-mêmes? Eh bien, le gouvernement, celui-là, ça aurait pu en être un autre, ils sont tous pareils, a interdit de fait la pratique de l'école à la maison pour que les enfants aillent dans l'école républicaine pour en faire des cinglés, comme on les voit aujourd'hui dans toutes les classes de France et de Navarre. Je souhaiterais vraiment que des enseignants témoignent, autrement que pour accuser les enfants, de ce qui se passe réellement dans l'école de la République. Oui, Lola, la République a tué la France. Et lorsque des enfants, comme en 2014 dans le cadre de mon initiative Les Journées de retrait de l'école, pour interdire un enseignement comme celui de la théorie du genre, eh bien, quand les parents de tous les quartiers populaires se sont mobilisés, quand on a connu des dizaines de milliers, et sur 6 mois, environ 250 000 retraits de l'école, sans heurts, sans incendie, sans insultes, sans saccage et sans pillage,
Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces parents-là? Eh bien, on leur a envoyé la police. On leur a envoyé des informations préoccupantes. Et ces informations préoccupantes ont, dans certains cas, abouti au placement abusif de leurs enfants. Ne parlons pas de la période Covid, où lorsque des enfants étaient asthmatiques et que des parents, pour protéger leurs enfants, ont demandé à ce qu'ils ne portent pas le masque à l'école, on leur a envoyé des informations préoccupantes pour leur retirer leurs enfants. Alors, lorsque le pouvoir en place, avec sa classe merdiatique, vient nous dire qu'il va être question maintenant d'acculer les familles et les parents pour les rendre responsables de leurs enfants, on se fout de la gueule du monde. Oui, il y a des parents qui ont baissé les bras parce qu'il y a des parents qui n'en peuvent plus et dans des situations de harcèlement quotidien finissent par lâcher prise. Mais nous, Roman et moi, nous en sommes témoins, il reste encore beaucoup de parents qui s'accrochent désespérément à l'autorité parentale qu'ils ont reçue naturellement par Dieu et qu'ils mettent en œuvre jour et nuit contre vents et marées jusqu'à tomber d'épuisement. Alors que le gouvernement, la classe politique, merdiatique, artistique vient leur taper par coups de bélier dans les mollets pour les faire tomber. Et pour parler de la classe artistique, y a-t-il jamais eu de la part de la classe politique et consorts un quelconque procès fait aux rappeurs? On a remplacé, tant que faire se peut, parce que pas entièrement, le modèle prophétique, les prophètes qui habitent le cœur de nos enfants, en particulier dans les quartiers populaires, par les rappeurs. Les rappeurs appellent à la violence, les rappeurs appellent au viol, les rappeurs appellent au pillage, les rappeurs game machin, rap game, les rappeurs appellent au chaos et ces gens ont pignon sur rue, sont couverts de dollars et d'euros, entrent dans toutes les maisons, dans tous les espaces où se trouvent les enfants, pour habiter leur âme et leur cerveau de façon à les ensorceler. Et on s'étonne ensuite que la jeunesse devienne ce qu'elle nous a montré, malheureusement, au cours de ces émeutes. Qu'est-ce que tu dis, Roman? Ils appellent à la fornication. Ils appellent évidemment aussi à la fornication. Ben, je l'ai dit, parce que le viol, c'est cela. Donc, moi, j'aimerais bien que les politiques nous parlent, comme monsieur Dupont-Aignan, du rôle que jouent les rappeurs dans la société française et par qui ils sont financés, par qui ils sont promus. C'est un certain Cohen, je crois, aux États-Unis qui a lancé le truc. Par qui en France sont-ils financés? Quel est leur rôle? Est-ce qu'on peut rendre justice aux familles, aux parents dont les enfants sont drogués par les rappeurs immondes? Et qui fait le trafic de drogue? Alors bien sûr, il y a les dealers de quartier, mais moi je connais certains quartiers où des grands frères ont tenté de faire du sport aux petits frères, et ben, ils se sont retrouvés avec les flics sur le dos, alors que les dealers, on les a laissés tranquilles. Moi, je connais des enfants qui sont très fiers d'être des garçons et qui sont très fiers d'être des filles, qui l'ont exprimé à l'école et dont les parents ont reçu des informations préoccupantes et qui sont maintenant devant le juge. Les parents, lequel juge les menace de leur retirer leurs enfants. Donc, quand on parle de l'irresponsabilité des parents, est-ce qu'on ne se fout pas de la gueule du monde lorsqu'on en est arrivé à ce que, effectivement, les informations préoccupantes tombent comme des feuilles mortes en automne sur des populations qui tentent de protéger et d'instruire et d'encadrer leurs enfants. Parce que il y a évidemment des placements qui sont, comment dirais-je, justifiés. Je ne fais que d'évoquer là les placements abusifs. Voilà, donc je parlais aussi du pillage tout à l'heure. Je vous ai posé une question. Est-ce que ce sont les jeunes des banlieues qui ont inventé le pillage?
Sont-ils actuellement les seuls à pratiquer le pillage? Est-ce que je suis libre, moi, de répondre à cette question? Parce qu'on va me dire, mais attends, tu es en train de justifier l'injustifiable. Non, je voudrais simplement dire que parallèlement au pillage auquel nous avons assisté de manière conjoncturelle et sporadique ces 4-5 derniers jours, cette semaine, eh bien, il y a un pillage international mondial qui s'effectue en toute impunité sur tous les continents, et il n'est pas du tout mis en œuvre par les jeunes des banlieues ou par quelques femmes voilées qui sont tombées sur la tête, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on a vu aller chercher des kilos de pommes de terre dans les supermarchés défoncés à coups de bélier. Voilà, donc on est maintenant dans une situation où un type comme Dupont-Aignan, qui n'a pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit, parce qu'on ne l'a jamais vu très viril sur le plan politique, je veux dire très radical, au bon sens du terme, toujours en train de composer, comme les autres d'ailleurs, avec la République maçonnique. Alors, monsieur Dupont-Aignan, à la suite du RN, eh bien, il veut de lourdes peines sur les émeutiers. Alors moi, je veux bien qu'on en discute, parce qu'il faut quand même qu'il n'y ait point, cher monsieur Dupont, de poids de mesure. La dissuasion de la peine pour les émeutiers ne peut être que le corollaire de la dissuasion de la peine pour les pédocriminels. Or, nous voyons qu'il n'y a pas d'arrestation de pédocriminels en règle générale, et lorsque ceux-ci se font pincer la main dans le sac, pour employer cette malheureuse, comment dirais-je, expression, ils sortent libres. Hein. Où est-ce qu'il est actuellement, l'autre écrivain pervers qui couchait avec des enfants un peu partout dans le monde, et qu'on a dénoncé récemment, une femme l'a dénoncé dans un livre qui s'appelle Le consentement, Gabriel Matzneff, le copain de Soral, le grand ami de Soral. Où est-ce qu'il est là en ce moment? Il est en prison, ce mec-là, ou il jouit encore quelque part de sa grande liberté d'agir? Hein? Et puis, moi, je me rappelle très bien qu'un certain Frédéric Mitterrand a écrit des choses absolument abominables dans La mauvaise vie concernant un prétendu personnage qui lui ressemblerait, à l'époque il l'assumait, qui se tapait des gosses en Thaïlande. Et j'en passe, des vertes et des meilleures. Et dans ce qu'on appelle l'extrême droite, il y en a aussi des grands intellectuels véreux qui sont des païens et qui sont des consommateurs d'enfants et des violeurs de femmes. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils ne voudraient pas que les femmes aient des jupes longues ou ce qu'ils appellent des tenues islamiques. Ah, c'est sûr que la tenue islamique ne vous permet pas de mettre la main dans les culottes de ces femmes qui les portent. Ça, c'est sûr. Hein. Encore que certains y sont allés, je ne vais pas donner le nom d'un musulman célèbre qui aujourd'hui doit rendre des comptes sur son comportement sexuel lorsque parallèlement il nous faisait à nous la morale sur l'islam. Je ne citerai pas son nom, mais tout le monde voit de qui je veux parler. Alors, tout cela conduit tous ces gens immondes à proposer de supprimer, de suspendre les aides sociales aux familles qui ont vu leurs enfants saccager l'espace public. Alors faites ce que vous voulez, de toute façon vous le paierez au jugement dernier. Faites-le tous autant que vous êtes, les hommes politiques. Moi je m'adresse aux Français sincères, intègres, aux croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs de la Torah ou a fortiori musulmans, puisque ce sont eux qui sont particulièrement visés aujourd'hui. Je m'adresse à vous en vous disant que vous devez en effet être fatigués, je le comprends, avec vos enfants qui sont enlevés par l'école 10 heures par jour de votre autorité, et que dans cette école, on leur raconte franchement de la merde, ou pas de la merde, mais on leur raconte des choses sataniques qui les conduisent à avoir un comportement perturbé, que d'autre part, évidemment, les réseaux sur lesquels ils trouvent leur modèle anti-prophétique comme les rappeurs vient en rajouter une couche, que les espaces publicitaires qui nous montrent aussi des comportements
des comportements, j'étais un petit peu, Roman me montrait le commentaire d'Abdelrahman, je vais y venir, des comportements à la fois délictueux et sexualisants dans la publicité sont immondes. Nous n'avons pas d'excuses et nous avons les enfants que nous méritons. Et quand je dis nous méritons, c'est pas forcément les parents, même si les parents, certains d'entre eux n'ont pas été à la hauteur. Nous avons les enfants qu'une communauté vicieuse mérite, puisqu'en fait, une société, elle peut pousser au vice comme à la vertu, et la République française, elle pousse au vice. Vous avez donc une jeunesse sensible à votre et à vos idéologies et à vos pratiques vicieuses, dont le pillage d'ailleurs fait partie. Voilà, Abdelrahman me dit tout le monde peut faire des erreurs, chère Farida. Concernant le musulman dont vous citez, oui, tout le monde peut faire des erreurs à condition que ce soit des erreurs et pas une industrie. Moi, je ne suis pas juge, mais de ce que je sais, c'est que ce sont des erreurs qui ont duré quand même très longtemps et qui ont profité d'arguments d'autorité qu'il avait. Et c'est difficile d'excuser un musulman quand on n'excuse pas un non-musulman pour les mêmes pratiques criminelles. Voilà. Je comprends, Abdelrahman, que tu peux imaginer, que vous pouvez imaginer que ce monsieur ne savait pas ce qu'il faisait. Moi, je crois qu'il savait ce qu'il faisait parce que il me paraît quand même assez pourvu d'intelligence et de moyens pour ne pas ignorer ce qu'il nous enseignait, à savoir qu'on ne trompe pas sa femme avec d'autres femmes quand on est musulman, surtout des femmes fragiles, comme cela a pu être souvent le cas, et qu'il a de surcroît brutalisé, paraît-il. Bon, moi, je rentre pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes face à des représentants, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou satanistes, ou prétendument musulmans, prétendument chrétiens, mais admettons, chrétiens, j'en parle pour les pédocriminels qui règnent quand même dans l'Église, hein, on ne peut quand même pas l'ignorer non plus. Là aussi, on a parlé de l'école, on peut parler de l'Église. Toute la jeunesse en France sait que dans l'Église, on viole des enfants impunément. Voilà. Et ça, il faudra à un moment donné que nous regardions tous cette réalité en face. Et je le dis à ceux qui en sont les responsables, rendez-vous au jugement dernier, parce que moi, je ne crois pas dans la justice républicaine. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se retrouve devant la barre de la justice pour essayer de s'en sortir, il dit « je crois en la justice ». Moi, j'y crois pas du tout, je crois en la justice de Dieu. Voilà. Et pour finir, avant de revenir sur le projet de loi qui nous apprend que nous allons être bientôt réquisitionnés, nos personnes, nos biens et nos entreprises, eh bien, pour finir, je dirais aux musulmans en particulier que tous ceux d'entre vous qui peuvent quitter la République française, faites-le. Maintenant, je voudrais dire aux Français de souche qui souhaitent nous voir partir, aidez-nous à partir, nous le souhaitons. Mais figurez-vous que la République érige des obstacles pour nous empêcher de quitter la France. Figurez-vous, et je reviendrai sur ce sujet pour en parler, parce que nous connaissons, Roman et moi, n'est-ce pas ? Beaucoup de familles qui cherchent à partir et qu'on empêche de partir par différents moyens dont je parlerai ultérieurement. Donc, nous pourrions, les ennemis des musulmans, les ennemis français de souche des musulmans et les musulmans nous entendre sur une chose. Aidez-nous à quitter votre pays, par pitié. Pesez sur le gouvernement que vous validez pour que nous puissions quitter la République française et partir. Par pitié, chers ennemis de l'islam, chers ennemis des musulmans, intervenez, manifestez pour nous donner les moyens de partir et je vous promets que nous partirons. Je suis moi-même en train de tout tenter pour quitter cette République, tout en sachant que je ne trouverai pas, évidemment, le paradis ailleurs, mais comme l'a dit
comment il s'appelle, Jim le Veilleur, s'adressant à nous aussi il y a quelques jours. J'ai vu circuler son TikTok là sur mon portable. Bah, il dit oui, moi je suis parti depuis 16 ans, faites-en autant, et il a raison. Mais Jim, il faut que tu saches que certaines familles sont dans des situations extrêmement complexes. Pour pouvoir foutre le camp, il faut pouvoir réunir pardon, un certain nombre de moyens. Et ces moyens, bah, je ne sais pas, peut-être que les identitaires, le Rassemblement national pourrait faire une manif avec Dupont-Aignan, Ménard, Zemmour et Marine Le Pen en tête, main dans la main, en jupe courte, pas en jupe longue, hein, Marine Le Pen, hein, en jupe très très courte, hein, avec un persil sur le nombril. Vous seriez comme ça beaucoup plus conforme aux lois de la République. Par pitié, soyez cohérente vous-même, en jupe courte, déambuler avec vos amis et réclamer au gouvernement les moyens pour que l'immigration, ceux qui le souhaitent évidemment, et ils sont très très nombreux, puissent trouver la porte de sortie pour quitter votre admirable république maçonnique qui, depuis la fin de l'Ancien Régime, ne fait que corrompre les âmes pour les damner. J'en arrive maintenant à ce projet de loi bien sale, et je vais terminer là-dessus tout en vous répétant qu'il ne faut pas avoir peur, même si moi-même, parfois, il m'arrive évidemment personne n'a empêché aucun musulman de quitter la France. Celui qui le dit, il prend son nom, il met son visage plutôt que des feuilles de je sais pas quoi, c'est du cannabis, ça, ou c'est du basilic, je ne sais pas. Joli coup. Ben, joli coup, montre-nous ton joli coup. Pour de vrai, donne-nous ton nom et puis viens débattre avec moi, visage découvert, sur cette question. Je serai ravi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Alors bien, je vais terminer mon live sur le projet de loi qui donc a été adopté en première lecture le 7 juin par l'Assemblée nationale. Alors ça va vraisemblablement aussi beaucoup arranger la vie dans les banlieues. Je vais mettre le lien de ce projet de loi sous la vidéo. Il y est déjà, Roman, ou pas? Non. Non. Alors, sous la vidéo, vous trouvez le lien de mon interview de 2008 sur le protocole que je voulais mettre en place pour sauver les enfants des émeutes, et vous verrez que rien n'a été fait. Rien ne m'a été proposé, que la volonté politique n'a pas existé, évidemment, puisqu'on se retrouve 2008 à maintenant, ça fait combien d'années? Toi qui es un bon mathématicien, dis-le-moi. Eh bien, nous avons maintenant un projet de loi qui risque pas d'arranger les choses. Voilà, Zemmour n'a qu'à créer une cagnotte pour qu'on puisse quitter cette souffrance, c'est bien. Il paraît que celui qui a buté à bout portant Naël, il a pris 1 200 000. On pourrait peut-être lui demander, et il ferait une œuvre de salut public pour les Français de souche, de distribuer cet argent aux immigrés d'origine qui veulent quitter la France. Ça pourrait être bien. Parce que la question, quand même, elle est assez simple, et ce projet de loi, finalement, va y répondre. Est-ce que les jeunes, il faut tous les buter, les jeunes des quartiers, ou faut-il les instruire avec des personnes intègres? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que la classe politique et tous ceux qui suivent l'idéologie défendue par la classe politique actuelle pensent qu'il faut buter à bout portant, tous les jeunes des banlieues? Si vous êtes d'accord, il faut le dire. Zemmour, il a l'air d'être celui qui l'assume le plus, hein, avec son copain Messia, là. Hein, on dirait, peut-être que Ménard aussi, bon, ils ont un peu peur de le dire, hein, parce qu'ils ont quand même une certaine hypocrisie qui ne leur permet pas d'assumer, évidemment, leur véritable dessein, parce qu'ils restent quand même en France des bonnes personnes. Des personnes au cœur bienveillant, et qui ne comprennent pas eux-mêmes ce que leur pays est en train de devenir, tout en ayant compris que ce n'est pas l'immigration et l'islam qui a détruit la France, c'est la République. Vive la République, et surtout, vive la France détruite par la République. Voilà ce qui se passe. Le projet de loi qui va continuer à détruire la France, et vive la République, eh bien, c'est un projet de loi qui est relatif. Vous trouverez le lien
pour accéder à ce texte relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, adopté en première lecture le 7 juin 2023 par l'Assemblée nationale dans le dos de la population française dans son ensemble. Personne ne le savait. En tout cas, les politiques ne nous en parlent pas. Je l'ai reçu hier sur mon portable et je vais vous donner les points essentiels de l'article 23 de ce superbe projet de loi qui risque d'être voté en seconde lecture pendant les vacances. Parce que ça, c'est l'habitude et la tradition de la République. Pendant les vacances, ils font passer les lois et pendant qu'on dort. Voilà. Pendant qu'on dort et pendant les vacances. Ou alors, il y a des opérations parfois sous fond drapeau qui leur permettent aussi, pendant ce temps-là, de faire passer un certain nombre de textes de loi. Alors, qu'est-ce que dit ce projet de loi déjà voté en première lecture le 7 juin dernier? Il dit qu'en cas de menace actuelle ou prévisible, j'aime bien le prévisible, ça veut dire que quand c'est prévisible, c'est pas encore actuel. Hein? C'est comme la météo. On va dire qu'il va pleuvoir, mais c'est pas sûr. Donc, en cas de menace actuelle ou prévisible, eh bien, la réquisition, est-ce que vous comprenez le sens du mot réquisition? Ça veut dire on vient vous chercher chez vous. Voilà. Ça s'appelle la conscription qu'ont connue les Vendéens et contre lesquels ils s'étaient révoltés au moment des colonnes infernales de la République qui pillaient, tuaient, violaient, tout sur leur passage en Vendée, qui résistaient justement à l'instauration de la République dans la vraie France de l'époque, qui était quand même déjà pas mal dégénérée, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est la France de l'Ancien Régime dans ces dernières heures qui a accouché de la République. Et oui, c'est comme ça. Donc, je reviens à l'article 23, c'est l'article L 2212.1. En cas de menace actuelle ou prévisible, la réquisition, c'est-à-dire on vient chez vous et on vous prend, la réquisition de toute personne, physique ou morale. Physique, c'est nous, et morale, c'est par exemple votre entreprise. Voilà. La réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Donc, vous allez avoir un Conseil des ministres, au nombre desquels peut se trouver un certain nombre d'individus qui ont été l'objet de plaintes pour agression sexuelle ou pour viol. C'est comique. Eh bien, ces gens-là, par décret, ils vont décider, à partir de 2024, si la loi passe, et elle passera probablement cet été, en seconde lecture, après un prétendu non-retocage par le Sénat, eh bien, ce Conseil des ministres, il va décider par décret de vous réquisitionner, vous, vos enfants, votre maison ou votre entreprise, dans le cas d'une menace actuelle ou prévisible concernant évidemment la défense nationale. Voilà. Donc ça, c'est l'article L 2212.1. L'article L 2212.2, lorsqu'il n'est pas fait application à l'article que je viens de vous lire, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, c'est-à-dire si la sauvegarde des intérêts de la République le justifie, le Premier ministre peut ordonner par décret lui aussi la réquisition de toute personne physique ou morale de tout bien ou de tout service. Donc, vous allez être réquisitionné physiquement, ou vos biens le seront, par décret, soit par le Conseil des ministres, s'il y a une menace actuelle ou prévisible, le mot prévisible est vraiment savoureux, ou bien par le Premier ministre, par décret aussi lui-même. L'article 2212.5, les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça, tout le monde l'a compris. Donc, si vous menez une activité ou si vous avez une profession qui peut intéresser en cas de guerre ou en cas d'intérêt de la défense nationale,
eh bien, la République, ils viennent vous chercher dans votre entreprise et vous vous mettrez immédiatement à leur service par réquisition. Je ne sais pas si vous serez payé, on vous donnera peut-être des pommes de terre cuites à l'eau quand même le soir à manger, je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus. L'article 22.12, l'article L 22.12.6, dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition. Donc, ça veut dire qui peut tomber sous le coup d'une mesure de réquisition. Eh bien, toute personne physique présente sur le territoire national et aussi, deuxièmement, toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Donc, vous pouvez être réquisitionné en France comme à l'étranger si vous êtes de nationalité française. Enfin, le projet de loi ne se limite pas à ces articles. Je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo que Roman va mettre tout de suite après le live. En attendant qu'il le mette, lisez mon article sur le RAID que je proposais donc en 2008 pour sauver la jeunesse des émeutes. Vous verrez que ce n'était pas si bête et que sachez, je le répète encore une fois, que ce projet n'a trouvé aucun soutien. Par contre, un flic qui tire sur un gamin à bout portant, il prend 1 200 000 à l'heure actuelle de cagnotte. Moi, pour faire un projet pédagogique, je n'ai pas ramassé plus de 3 000 €. Voilà. Donc, vive la République et surtout, vive la France. Hein, surtout. Alors, dernier article dont je voulais vous parler, L2212.9, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 € le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L2212.1 et L2212.2, c'est-à-dire si vous essayez de ne pas obtempérer, c'est le mot actuel, aux réquisitions. Donc, si on vient vous chercher que vous n'obtempérez pas et que vous n'allez pas vous mettre sous le commandement de la défense nationale en étant personnellement réquisitionné dans votre personne, dans celle de vos enfants, dans vos biens et dans vos entreprises, le cas échéant, eh bien, vous irez 5 ans en prison et vous paierez 500 000 € d'amende. Alors, est-ce qu'on vous enverra en Ukraine? C'est la belle question qu'il faudrait évidemment se poser et y répondre en catimini. Voilà, mon live est terminé. Je vous donnerai quand même pour finir une parole d'espoir. Dieu est grand. Dieu est plus grand que tous ces projets sataniques, tandis qu'il complote. Dieu est là auprès de chacun qui le souhaite. Il protégera tous ceux qui l'appelleront à l'aide. Priez, faites prier vos enfants, mariez vos enfants jeunes et faites du bien autour de vous. C'est la seule façon de repousser Satan et ses projets maléfiques. Que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous et avec vos enfants. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir, Roman. Au revoir. Au revoir, Farida. Au revoir à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum.